Bonsoir. Je vais parler en tant qu'historien, historien des Juifs de Roumanie, historien de la Shoah en Roumanie. Et je suis très content parce que dans la salle, il y a mon ami, l'écrivain et journaliste Edgar Eichmann, qui pourra aussi dire peut-être quelques mots à la fin. Enfin, je suis là pour dire tout ce que je pense de bien entendu, par rapport au témoignage de Matej Gal, et je lui poserai tout à l'heure quelques questions. Mais il me semble qu'il faut dire quelques mots sur les circonstances de la Shoah en Roumanie, parce qu'on a entendu quelqu'un qui vient d'une bonne famille bourgeoise de Deva en Transylvanie, qui est un idéaliste, qui va s'engager dans la révolution. Tout d'un coup, il est quelque part déporté dans un endroit qui s'appelle Vapniarka, mais on ne sait pas où c'est, qu'est-ce que c'est. Or, la géographie explique l'histoire. Qu'est-ce que c'est la Roumanie avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce que c'est la Transylvanie, le pays d'origine de Matej Gal? Nous sommes en 1919. La petite Roumanie devient la grande Roumanie. Avant, c'était que la Moldavie, la Valachie. Maintenant, la Roumanie récupère la Transylvanie au nord-ouest des Carpates, la Bucovine au nord et la Bessarabie à l'est. Ça veut dire que désormais, la Roumanie double sa superficie, sa population, mais triple sa population juive. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait en Roumanie environ 250 000 de juifs, 250 000, l'immense majorité des Ashkénazes, une petite minorité de séfarades, environ 10 000 sur 250 000. Or, après la Première Guerre mondiale, nous n'avons pas de judaïsme roumain, seulement des juifs qui vivent en Roumanie. Car qu'est-ce qu'il y a de commun entre les juifs de Banat qui parlent l'allemand, les juifs de Transylvanie du Nord qui parlent le hongrois, les juifs de Maramuresh, très religieux, qui sont des paysans et qui parlent le yiddish, les juifs de Bucovine qui parlent l'allemand, les juifs de Bessarabie qui parlent le russe, et enfin les juifs de la petite Roumanie qui parlent quand même le roumain, et les juifs séfarades qui parlent le judéo-espagnol. Eh bien, dans ce territoire, dans cet espace nouveau, on peut dire effectivement qu'il n'y a pas de judaïsme roumain, il y a seulement des juifs qui habitent la Roumanie. Pourtant, il y a deux éléments d'unité. Premier élément d'unité, c'est l'antisémitisme, qui est le véritable vecteur du nationalisme, dans un pays où plus du tiers de la population sont, entre guillemets, des allogènes. D'ailleurs, en 1919, dans la nouvelle Europe née à Versailles, c'est l'Europe des minorités. 2 millions d'Allemands en Pologne, 2 millions d'Allemands dans la nouvelle Tchécoslovaquie, 1 million, peut-être 2 millions de Hongrois en Roumanie, des centaines de milliers de Roumains dans le Banat, ainsi de suite. Donc c'est posé en 1919 le problème des droits des minorités. Et effectivement, les 200 000 juifs de Transylvanie vont être un enjeu entre la Roumanie et la Hongrie, puisque dans les recensements, il figure pour les Hongrois, vous êtes de quelle langue? Langue hongroise, donc vous appartenez à la nation hongroise. Et les Roumains disent, mais quelle est votre religion? Ah, vous êtes juif, donc vous n'appartenez pas aux Hongrois, vous êtes une minorité nationale juive. Voici dans quelles circonstances, effectivement, l'antisémitisme va être de plus en plus fort. Deuxième élément d'unité, c'est la renaissance nationale juive, le mouvement national juif, le sionisme. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, l'antisémitisme en Roumanie s'est bâti sur un double slogan, le judéo-bolchéisme du côté de Bessarabie et l'irrédentisme hongrois. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de juifs qui étaient bolcheviques en Bessarabie, un certain nombre d'idéalistes qui étaient des communistes, mais l'immense majorité ne l'était pas. Et effectivement, la même chose, c'est vrai qu'un certain nombre de juifs de Transylvanie, ils regrettaient la Hongrie parce qu'ils étaient émancipés depuis 1867, donc automatiquement, ils avaient été éduqués dans des écoles hongroises et ils parlaient le hongrois, ils se considéraient effectivement des citoyens à part entière. Or, c'est la Hongrie qui va introduire, après la Première Guerre mondiale, officiellement le numerus clausus, ce n'est pas les Roumains. Même si en Roumanie, dans les faits, c'est concrétisé, mais pas effectivement dans les lois. Or, nous sommes maintenant, à partir de 1933, commencent les problèmes. Avant les lois de Nuremberg de 1935, est votée en Roumanie une loi pour le personnel
dans les entreprises, qui dit la chose suivante: pour continuer à travailler, il faut être ethniquement roumain, dans un pourcentage de 80% dans les entreprises, et dans les postes de direction, seulement 50%. On avait encore besoin des cerveaux des Juifs. Et nous arrivons en 1938, pour la première fois, le gouvernement Goga-Kuza, deuxième gouvernement raciste en Europe appelé le gouvernement hongrois, et pendant les 44 jours, on va dénationaliser les Juifs, car jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Juifs roumains n'étaient pas reconnus comme citoyens. Ils sont les derniers en Europe qui ont reçu les droits des citoyens. Tout de suite après, en 1924, 100 000 Juifs des territoires rattachés ne sont pas reconnus comme citoyens. Et en 1938, presque un quart de million de Juifs sont dénationalisés. Ça veut dire qu'ils deviennent des indigènes. Ils ont toujours des devoirs, mais pas de droits. Or, nous arrivons à ce moment-là, arrive au pouvoir Karol qui impose sa dictature, et puis évidemment, désormais la Roumanie regarde du côté de l'Allemagne. Et 1940, c'est à ce moment-là le tournant. La Grande Roumanie s'écroule. D'abord, l'Union soviétique, l'ultimatum, la Roumanie doit rendre la Bessarabie et le nord de la Bucovine à l'Union soviétique. On a parlé tout à l'heure du diktat de Vienne, le nord de la Transylvanie va être rendu à la Hongrie et le quadrilatère à la Bulgarie. Donc désormais, c'est effectivement l'écroulement de la Roumanie, de la Grande Roumanie. Le roi doit partir et c'est Antonescu qui prend le pouvoir. Pendant 6 mois, de septembre 1940 jusqu'en janvier 1941, un régime de terreur s'instaure en Roumanie. Les premières victimes sont les Juifs. Et ce régime s'achève en janvier 1941, lorsqu'a lieu la rébellion des légionnaires contre Antonescu. Finalement, l'Allemagne nazie, Hitler préfère Antonescu parce qu'il avait besoin de l'armée roumaine pour combattre ensuite l'Union soviétique. Et lors de cette rébellion, a lieu pour la première fois un petit pogrom à Bucarest. Mais dans quelles circonstances? 120 Juifs sont assassinés. On leur coupe le ventre, les intestins, on fait des cravates autour du cou, et on note viande cachère, leurs corps sont accrochés à l'abattoir de Bucarest. Oui, c'est ça aussi le premier petit pogrom de Bucarest réalisé par les légionnaires. Mais effectivement, après la rébellion, les persécutions continuent. Et nous sommes maintenant au mois de juin 1941. Avant l'attaque de l'Union soviétique, Antonescu décide que tous les Juifs des villages doivent être éloignés des villages, expulsés vers les grandes agglomérations, et a lieu à ce moment-là le premier pogrom gigantesque de la Deuxième Guerre mondiale, le terrible pogrom de Iași ou de Jassy dans la Moldavie roumaine. Cette année, nous commémorons le 70e anniversaire du pogrom de Iași. Et je rentre de Roumanie, mesdames et messieurs, où on a découvert au mois de décembre encore une fosse commune, 70 ans après. Et j'ai assisté à l'inhumation des restes humains de la localité, de la forêt de Popricani, près de Iași. On a retrouvé 60 squelettes, pas entiers, seulement 35 crânes. Même une femme qui garde le bébé à côté d'elle. C'est terrible. 70 ans après, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Est-ce qu'ils viennent de Iași? Est-ce qu'ils viennent de notre localité? On n'a pas leur nom, mais enfin on a pu leur donner une sépulture à côté des grandes fosses communes qui se trouvent dans le terrible cimetière de Păcurar à Iași. Ça, c'est le premier pogrom gigantesque. Entre 12 et 15 000 Juifs massacrés. Une grande partie dans la ville, dans la cour de la préfecture de police, les autres dans 2 trains qui allaient vers des camps de concentration, l'un à Podugloaï, l'autre vers Călăraș. Les fenêtres ont été fermées, enfin, il y a pas mal de fenêtres, c'est des wagons à bestiaux, et effectivement, seuls ont pu résister dans ces trains de la mort ceux qui ont pu boire leur propre urine. Et ce n'est pas fini. Nous sommes en 1941. La conférence de Wannsee, seulement en janvier 1942. Mais ça commence déjà. Sous la plume de l'ambassadeur de France à Bucarest, Jacques Truel, nous lisons, nous sommes en présence d'un plan systématique d'extermination au mois d'août 1941. Au mois d'août 1941. Et effectivement, partout où l'armée allemande et roumaine rentre en Union soviétique pour libérer les territoires auparavant procédés aux Russes
en Bessarabie et en Bukovine. Systématiquement, non seulement les bolcheviks sont tués, mais les juifs, hommes, femmes et enfants, en marge des villages où ils doivent creuser eux-mêmes leur propre tombe. Des dizaines de milliers de juifs sont massacrés à ce moment-là. Et ce n'est pas fini. À ce moment-là, Antonescu décide que la Bessarabie, la Bukovine, la Roumanie doit être Judenrein, mais on commence avec les territoires de l'Est. Et les rescapés vont être envoyés où? En Transnistrie. Ce n'est pas la Transnistrie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons en Europe 2 États roumains. La Roumanie proprement dite et la Bessarabie ou la République de Moldavie. La Transnistrie, c'est un territoire qui va du Dniestr au Boug, au sud de la mer Noire, et se découper sur l'Ukraine. Et ça va être, mesdames et messieurs, le Auschwitz roumain sans les chambres à gaz. Des atrocités à n'en plus finir. Plus d'une centaine de colonies, de camps de concentration, de camps de travail, où les gens meurent de typhus eczématique, de toutes sortes de maladies. Tout à l'heure, on a parlé de Vapniarka, et on va revenir maintenant à l'itinéraire de Mateigal, et je lui poserai d'autres questions tout à l'heure. Et donc, effectivement, environ 185 000 juifs sont déportés en Transnistrie. Près de 2/3 meurent ou sont tués dans cet enfer de Transnistrie. Alors, la Roumanie offre aussi un autre paradoxe. La moitié de la population juive a survécu. Ça veut dire que sur environ 800 000 juifs d'avant la guerre, la Roumanie est le 3e pays en Europe et le 4e monde du point de vue démographique, plus de 800 000 juifs. Eh bien, la moitié a réussi à survivre. Et bien évidemment, les juifs sont dans la Transylvanie du Nord. Et ça, c'est la différence entre la Shoah en Roumanie et la Hongrie, la suivante. En Hongrie, les juifs sont restés en vie jusqu'à la fin de la guerre. Et en 6 semaines, 1 demi-million de femmes et enfants ont été massacrés à Auschwitz, donc tous les juifs de la Transylvanie du Nord. De Cluj, absolument, vous allez dans ces localités, c'est la tristesse qu'on voit aujourd'hui. Il reste que des cimetières ou des synagogues vides. Ça, c'est les Hongrois. Mais du côté de la Bessarabie et Bukovine, ça, c'est les Roumains, pas seulement l'armée allemande. Et c'est ça qui est important de le dire. Tandis qu'en Roumanie, les massacres commencent plutôt, heureusement cessent plutôt, en 1942. Évidemment, on va déporter encore, donc en 1941, entre octobre et décembre, 120 000, ensuite il y aura 185 000, et en 1942, on continue la déportation, notamment, non seulement de Bessarabie et de Bukovine, mais même du Regat, c'est-à-dire la Transylvanie du Sud et de la Roumanie, Petite Roumanie, et c'est le cas de Mateigal. On a envoyé là-bas les jeunes juifs, ou moins jeunes, soupçonnés du communisme, ou ceux qui étaient condamnés par communisme. Donc, il faut savoir qu'aucun communiste éthiquement roumain n'a été envoyé en Transnistrie, uniquement les juifs. Et tous les camarades à Vapniarka sont tous juifs. Et ce camp de Vapniarka, qui est connu dans le monde entier, en raison de cette maladie terrible qui rendait paralysés tous les gens qui mangeaient des lentilles fourragères empoisonnées. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et grâce à une solidarité exceptionnelle, eh bien, ils ont cessé de manger ça et une partie a pu échapper. Mais encore aujourd'hui, il y a parmi les survivants, la plupart sont morts. Il y a toute une association, notamment en Israël et dans le monde entier, des originaires de Vapniarka. Alors, effectivement, à la fin, donc une partie des Juifs ont commencé à revenir. Si les Juifs sont restés en vie, c'est grâce au combat des Juifs roumains eux-mêmes, grâce à leur résistance. Et je veux rendre ici un hommage appuyé à 2 personnalités. L'ancien grand rabbin de Roumanie, Alexandre Safran, sur lequel j'ai écrit 2 livres, une monographie et un autre livre qui s'appelle Alexandre Safran et la Shoah inachevée, pour bien montrer le rôle. Et grâce à lui, la moitié des Juifs roumains sont restés en vie. Donc la petite Roumanie, hormis le pogrom de Iași et à Bucarest et d'autres milliers de Juifs envoyés en Transnistrie, la majeure partie de ces Juifs ont été persécutés, c'est vrai. On connaît des difficultés, c'est vrai, mais ils sont quand même restés en vie. Et ceci est dû au courage d'Alexandre Safran, qui a su frapper aux portes où il fallait, qui a su se mettre à genoux devant le confesseur d'Antonescu en demandant, les trains étaient déjà préparés, nous sommes en 1942, pour que les derniers Juifs de Roumanie aillent à Belzec, nous disons en polonais,
en 1942. Et voilà le miracle qui est arrivé grâce à l'intervention d'Alexandre Safran, grâce à l'intervention de Filderman, qui était président de l'Association des communautés juives, et grâce à d'autres interventions, même le représentant du pape, Monseigneur André Acasulo, c'est vrai qu'au départ, il a défendu surtout les juifs baptisés, et qu'il y a eu 4000 juifs qui sont baptisés pour échapper. Ensuite, la plupart sont revenus au judaïsme, mais il est quand même lui aussi allé en Transnistrie pour aider ces juifs. Et dans ces circonstances-là, il y a des choses exceptionnelles. Une partie quand l'armée russe a commencé, donc déjà, effectivement, on peut dire pourquoi Antonescu a accepté les demandes d'Alexandre Safran et de Filderman. Mon explication en tant qu'historien est la suivante. Antonescu a compris avant Stalingrad que la guerre s'est terminée, que la fortune des armes a changé et que désormais, un beau jour, il devra rendre compte. Et une partie des Juifs ont pu déjà revenir petit à petit, d'abord les orphelins de Transnistrie, tandis que malheureusement, les Juifs, entre guillemets, communistes qui se trouvaient à Vapniarka, une partie, ils étaient amenés à Rubnica, et c'est là qu'a eu lieu ce terrible massacre, où une cinquantaine de Juifs sur place, donc, ont été massacrés, et il n'y a que 3 personnes qui sont restées en vie. Et maintenant, je me tourne auprès de notre ami Mathieu Gall. Premièrement, quand vous êtes engagé dans la Révolution par idéalisme, vous venez d'une famille juive, bourgeoise. Est-ce que cet élément juif a compté? Est-ce que vous avez senti de la part de vos camarades une indifférence, ou est-ce que le fait d'être juif, ça a eu une quelconque répercussion sur votre état à ce moment-là? Première question. Deuxièmement, lorsque vous êtes revenus, ceux qui sont revenus, c'était tous des juifs, évidemment, à Vapniarka. Une partie sont devenus maintenant, dans le nouveau régime, ils ont occupé un certain nombre de postes importants, avant qu'à leur tour, ils soient évincés. Et à ce moment-là, quelles sont les réactions? Comment vous avez pu réagir en tant que juif? Est-ce que la coordonnée juive a joué un quelconque rôle? Voilà. La première question, quand vous êtes engagé par idéalisme dans le mouvement communiste, oui. Voilà, on nous raconte que le parti communiste clandestin, est-ce qu'il y avait beaucoup de juifs, pas beaucoup de juifs? Quelle est votre appréciation par rapport à votre judéité? Le monsieur professeur de l'histoire de Roumanie, des Juifs de Roumanie, Iancu, a présenté, d'après moi, une image absolument réelle de ce que s'est passé dans ces années en Roumanie. Le seul problème et la réponse à son question est que personne, sauf le Parti communiste roumain, ne voulait que détruire, c'est-à-dire liquider le judaïsme. Il y avait eu en Roumanie, avant la dictature du roi Charles II, des partis politiques démocratiques, mais ces partis ne se sont pas manifestés de n'importe quelle forme pour nous aider, pour nous donner une espérance pour le futur. Tout le monde était contre nous. Le seul qui disait que seront pour nous aider, pour nous sauver, étaient les communistes. C'est la seule explication à cette question. Si vous voulez, il y a eu peut-être 2 ou 3 personnes roumaines qui ont été contre le fascisme, mais la grande majorité de la population, des hommes politiques, c'est-à-dire qui faisaient la politique, étaient contre et pour toutes les lois que le roi Charles et puis Antonescu a réalisées. Tout le monde était pour. Nous étions absolument seuls, et moi,
personnellement, je n'ai trouvé pas personne qui pourra nous aider de manière ou de l'autre. Merci. Il faut dire aussi qu'en Transnistrie, on envoie aussi ce qu'on appelle en hébreu des chaloutsim, c'est-à-dire des pionniers, ceux qui rêvaient aller bâtir un jour l'État d'Israël. Il y a plusieurs centaines qui ont été arrêtés, d'autres qui ont souffert en même temps. Donc il y avait, c'est vrai, de façon générale, tous les juifs de Bessarabie, de Bukovine, mais du Régat, soit des gens impliqués politiquement d'un camp, le camp national juif, ou de ceux qui rêvaient d'une future révolution, d'un État égalitaire, etc., comme c'était effectivement votre cas. Alors, maintenant, juste après la guerre, parce que là, heureusement, donc, finalement, une partie des Juifs romains ont pu être sauvés, mais juste après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de désenchantement, finalement. Parce qu'au départ, vous avez souffert, mais d'un coup, vous étiez quand même fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, pas seulement vous, d'autres Juifs communistes qui étaient vraiment des vrais communistes par idéalisme, pas des communistes au dernier moment. Et puis ensuite, comment se dit que tout d'un coup, tout le monde a été limogé, que tout le monde a... Ce n'était pas une question d'un moment, c'était une question des dizaines d'années, d'expériences. Au commencement, nous avons, d'après le Holocauste, nous avons cru que dans la Roumanie communiste, au commencement, ce n'était pas encore communiste, c'était libéral, démocratique, et puis communiste, nous avons espéré, nous avons cru que ce régime sera capable de nous donner tous les droits, et ça a duré pas un moment, ça a duré des dizaines d'années. J'ai eu besoin aussi au moins d'une dizaine pour connaître la réalité. De ce moment-là, je fus aussi sioniste, beaucoup des années, dans une organisation de jeunesse, oui. Donc, deux de mes sœurs étaient déjà en kibbutzim depuis des années 30 en Israël. Nous voulions aller en Israël, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale de Roumanie, on partit, ce sont quelques personnes ont réussi de partir en Israël, mais dizaines d'années, la grande majorité des Juifs de Roumanie n'ont pas eu le courage de s'inscrire pour émigrer, je parle de qui ont été en liaison avec les communistes, parce que pour ces personnes, ce sera la fin de la vie. On a séparé les familles, c'est ça. Et puis ensuite, aujourd'hui, on sait que finalement, Ceausescu, de la même manière qu'il a vendu les Allemands à l'Allemagne, il a vendu les Juifs à Israël. Ce sont les Juifs américains qui généralement ont payé. Alors c'est sûr que vraiment vous êtes un cas tout à fait exceptionnel par le destin. Le destin a voulu que vous viviez, et vous viviez longtemps. Nous vous faisons le souhait biblique jusqu'à 120 ans et en bonne santé. Mais c'est sûr que, et en même temps, témoigner de ce qui s'est passé. Et donc, vous étiez une coupable, puisque vous êtes resté en vie. C'est quand même incroyable. Pourquoi vous êtes resté en vie? J'aimerais, parce qu'il se fait tard, si vous permettez, en conclusion de mon ouvrage sur la Shoah en Roumanie, j'ai publié quelques poèmes consacrés notamment à la Shoah en Roumanie. Et j'aimerais vous lire le dernier poème qui illustre la tragédie des Juifs roumains pendant la guerre. Si je pouvais garder leur mémoire, si je pouvais transcrire les dernières pensées des fils du rabbin Gutman avant le pogrom de Bucarest, si je pouvais préserver les dernières paroles des amoureux avant l'effroyable massacre de Jassy ou de Yash, si je pouvais peindre les exécutions sommaires dans la belle Moldavie, la douce Bukovine, la fière Bessarabie, si je pouvais compter les derniers instants des expulsés épuisés dans les convois vers la Transnistrie, si je pouvais transmettre les dernières prières des parents et des enfants avant le gigantesque carnage d'Odessa, si je pouvais décrire les abominables tueries des camps de Bogdanovka, Domanovka, Akhmechetka, et on peut ajouter Rubnica, si je pouvais retracer le dernier parcours des déportés terrorisés de la tendre Transylvanie du Nord
vers les camps de concentration, d'extermination en Pologne. Si je pouvais pleurer les victimes, les assassiner dans la forêt de Jihlava, près de Bucarest, avant d'être accrochés à l'abattoir de Bucarest, les mitrailler dans la cour de la préfecture de Jassy et les étouffer dans les trains de la mort, de Jassy à Podilloy, de Jassy à Kalerache, les couper en morceaux de Bénil-sur-Sirette, les pendus dans les rues et les brûler vifs dans la ville et les baraquements d'Odessa, les fusillés du royaume de la mort de Golta, avant la crémation de leur corps, enchevêtrés dans des couches de paille et de bois pour effacer les traces des crimes abominables, les morts de famine, de maladie, de froid, de travail esclave, des ghettos de la maudite Transnistrie, les asphyxier dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Si je pouvais leur donner un visage, si je pouvais leur donner un nom, si je pouvais leur ériger des stèles, si je pouvais garder leur mémoire, souviens-toi, Iskor, Zachor. Je crois qu'il faut, comme a dit Edgar, féliciter très chaleureusement Mateigal pour l'œuvre accomplie. Il est traduit maintenant dans beaucoup de langues. Ce livre manquait en français, écrit en roumain, en hongrois, en allemand, en anglais. Et donc je pense qu'effectivement, pour les nouvelles générations, ils apprendront beaucoup à travers votre destin, qui d'un certain point de vue est tout de même exemplaire, malgré le fait que vous êtes resté en vie.